Salut Mathieu. Salut Stéphane. Eh bien, un plaisir de enfin te recevoir ici sur ma chaîne, puisque c'est surtout moi qui suis venu sur la tienne. Bah écoute, un plaisir d'être reçu par toi. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui et c'est un honneur de t'avoir reçu par deux fois. Une fois seul et puis une fois en compagnie de Jean-François Noubel avec qui on a eu un bel échange. Ouais, Euh, enfin voilà, j'ai apprécié ces échanges et j'apprécie ton travail, donc je suis très content d'être ici. merci. Et le premier mot qui m'a appelé à ton sujet, quand j'ai regardé un peu, mais c'est qui ce Mathieu? Euh, c'est le mot maïeuticien. Est-ce que tu peux Hmm. nous dire de quoi il s'agit? Alors, maïeuticien, moi je l'utilise pas pour me caractériser, mais par contre c'est un mot qui est pas loin de chez moi, puisque j'ai été formé à la maïeusthésie et que dans la maïeusthésie, bah voilà, étymologiquement, il y a la maïeutique à l'intérieur. Littéralement, la maïeusthésie, c'est l'art d'être sensible à l'accouchement de soi-même par l'esprit. Donc c'est quelque chose de assez pompeux quand on le traduit, ce qui fait que maïeusthésie c'est un peu plus concis. Et je dois dire que à titre personnel, je suis sensible et de par cette formation et de par ma personnalité et mes centres d'intérêt, à cette logique de l'accouchement de soi-même, le fait que, la vie veut s'accoucher elle-même pour peu qu'on y prête une oreille attentive ou un cœur attentif, selon, à quel étage on se situe. Et si on a la disponibilité, si on a, heu peut-être des fois l'interlocuteur qui veut bien nous accompagner aussi dans une introspection avec miroir, on va dire, eh bien, la vie veut s'accoucher elle-même en permanence. Il suffit juste de s'y rendre disponible. Mais c'est un chemin de dénuement, je crois, qui est pas toujours accessible facilement tant on est bah voilà, occupé, préoccupé avec des échéances, des trucs à penser, et donc du coup, c'est créer des espaces de disponibilité qui devient difficile. Et ben, du coup, ce qui fait que ce que je propose, c'est d'ouvrir ces espaces-là avec les gens que j'accueille. Et puis j'aime, de mon côté aussi, pouvoir ouvrir des moments où c'est moi qui me dépose de cette façon, de manière à écouter ce qui est en train de se jouer chez moi, pour une certaine hygiène, parce que sinon ça marche que dans un sens et il y a engorgement. Ce que ça me fait quand j'entends ça, c'est déjà, je me dis naïvement, mais c'est très jungien et c'est presque gestaltiste finalement. Est-ce que tu peux, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ça me choque pas du tout. Jung est un auteur que j'apprécie particulièrement, que euh, j'ai pas encore assez exploré à mon goût. J'ai vraiment été déjà un petit peu fouiné de ce côté-là et j'ai découvert des pépites qui, bah, comme à plein de gens, sont des sortes de révélations ou je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme un clin d'œil de l'histoire pour moi. C'est quelqu'un qui me fait des clins d'œil, Jung, quand je croise son chemin, et ça fait du bien, ça réchauffe à l'intérieur, de voir que ces intuitions sont la mise en mots des fois beaucoup plus exacte, beaucoup plus transcendantale, beaucoup plus précise, beaucoup plus laser de ce que j'ai au fond de moi et que j'ai pas encore identifié. Euh, et la Gestalt, j'ai pas eu le bonheur ni d'y être formé, ni de faire des séances. Par contre, j'ai croisé des gens qui avaient été formés à la myosthésie et à la Gestalt, et ce sont deux façons de procéder qui sont très proches. On peut penser aussi à l'IFS, qui est assez proche de cette façon de faire. Et je sais que toi, tu pratiques les, euh, les constellations familiales, et que là aussi, on retrouve quelque chose à l'intérieur d'assez enfin, c'est des façons de jongler avec la même chose, et c'est des façons différentes de jongler avec la même chose, avec cette même, euh, ce même élan de se laisser un peu dépasser par ce qu'on va découvrir avec plaisir. Ouais, moi j'entends surtout une dimension que je projette surtout ici une dimension dans la maïesthésie qui est finalement non interventionniste, c'est-à-dire j'entends que tu laisses l'autre se déployer et que à deux on va s'étonner de ce déploiement. Est-ce que ça colle avec ta manière de voir les choses? Bien sûr, il y a, euh, il y a la vie autour de nous qui veut donc s'accoucher elle-même, et une personne qui va venir solliciter un moment avec moi. Déjà, on va prendre un moment conséquent puisqu'il s'agit de séances de 2 heures, donc c'est pas courant cette durée-là. Et pendant 2 heures, voire plus s'il y a besoin, on va écouter ce qui est là, et je suis à la fois avec la personne qui vient me voir,
mais également avec tous les êtres qu'elle a avec elle, tous ceux ou toutes celles qu'elle a été, toutes celles qu'elle va peut-être devenir, tous ceux et celles qui ont été proches d'elle, et puis bah, même l'histoire de l'humanité, etc. Donc il y a énormément de dimensions. Il y a le transgénérationnel, il y a le transpersonnel, il y a toutes ces dimensions-là qui sont autour de nous, et on ne sait pas qui va parler. Moi, mon poste, c'est de me réjouir à l'avance du fait que la vie est en train de s'accoucher quoi qu'il arrive. Et que donc, du coup, la personne qui vient, évidemment, elle est peut-être plus tendue, elle a plus d'appréhension. C'est d'elle dont il s'agit, donc il y a un effet Larsen un peu. Ce qui fait que de mon côté, moi, il y a juste la réjouissance tranquille du fait que déjà, je suis hyper admiratif que quelqu'un puisse faire ça pour lui. Je suis super content de pouvoir célébrer ça. C'est une chance et un honneur de pouvoir être avec ces personnes qui ont décidé de faire un pas vers elles-mêmes et de laisser s'ouvrir quelque chose dont elles ne savent pas ce que c'est. Il n'y a pas un programme, je leur dis pas dans 2 semaines tu sauras faire ça. C'est pas du tout l'approche. Euh, je ne sais pas ce qu'on va découvrir, je ne sais pas combien de temps on va mettre à le découvrir, mais je me réjouis d'avance parce que je sais que c'est juste en fait. Il y a une justesse à écouter. On ne sait pas laquelle et ça nous dépasse complètement et on est au service de cette justesse pour lui faire la place et pour être réjoui à l'avance de ce qu'elle a à dire, cette justesse, parce qu'elle va forcément faire se rencontrer différentes pertinences. Le sous-titre de la maïeusthésie, c'est la psychologie de la pertinence. Donc on va considérer qu'en fait, il y a de la pertinence partout, mais parfois ces pertinences sont isolées, comme un peu quand on ne se comprend pas avec quelqu'un, en fait. Euh, quand on se prend la tête avec quelqu'un, c'est que nos vécus ont l'air incompatibles sur le moment, et on n'a pas d'empathie pour la version de l'autre parce qu'on sent que la nôtre n'est pas écoutée. À l'intérieur de nous, ça se passe exactement de la même manière. On est différents êtres. On considère que, bah, je sais pas, Stéphane, toi, quand tu avais 5 ans, tu étais une personne entière. Tu étais en devenir, mais tu étais quelqu'un d'entier. Il n'y avait pas besoin de te compléter. Tu avais 2 jambes, tu avais 2 bras. Enfin, voilà, tu évoluais, tu pouvais jouer. Et ce Stéphane de 5 ans, évidemment, il n'a pas la même façon de vivre le monde que toi aujourd'hui. Et si tu restes celui que tu es aujourd'hui et que tu poses ton attention sur celui que tu étais quand tu avais 5 ans, il se passe quelque chose de magique. Tu n'as pas besoin de régresser dans le vécu émotionnel de Stéphane de 5 ans, mais tu peux l'écouter, toi qui es devenu quelqu'un d'autre et qui l'a à l'intérieur de toi, qui a une place pour lui en fait. Mhm. Et donc c'est ce genre de beauté que ça peut provoquer, s'écouter depuis celui qu'on est aujourd'hui à d'autres endroits de qui on a été, d'autres êtres qu'on a été, qui ont des choses à dire parce qu'ils ont vécu des courjus traumatiques qui les ont comme bloqués dans une espèce de dimension. Moi j'appelle ça des satellites émotionnels, c'est-à-dire en gros il y a eu un courju et en gros, on va distinguer deux choses. Alors, je me demande à quel point je vais être technique ou pas. On va distinguer deux choses. On va distinguer la pulsion de survie et la pulsion de vie. La pulsion de survie, elle veut gérer la sécurité de la psyché, et donc à certains moments, c'est elle qui va envoyer les courjus pour notre fonctionnement à venir, en fait. Si c'est trop d'émotions d'un coup, si c'est trop sidérant ce qu'on vit, eh bien, il va y avoir une sorte de courju qui va faire que l'être qu'on est sur le moment va être encapsulé dans ce satellite émotionnel qui va partir un peu en périphérie de nous-mêmes, donc qui est à la fois chez nous et pas trop, qui peut, à un moment donné, avoir envie de revenir. À un moment donné où nous, on est devenu quelqu'un qui est en mesure d'accueillir ce qui n'a pas été accueilli sur le moment. Et là, à ce moment-là, il y a un symptôme qui va être une merveilleuse porte d'entrée pour aller jusqu'à cet être qui dit, bah, maintenant c'est le moment, j'ai envie de me réintégrer et d'être écouté suffisamment, accueilli suffisamment pour pouvoir me déposer à nouveau dans la psyché de Stéphane à un endroit, tu vois, plus confortable et moins isolé. Mhm. Sinon, en fait, le vécu, pardon, mais le vécu d'un être traumatique, ce serait un cri continu, tu vois. Si on va de son côté, c'est il est bloqué dans l'intensité émotionnelle trop forte, qui n'a pas été vue, qui n'a pas pu être conduite entièrement, et qui a créé ce courju. Et je finirai en disant que la pulsion de vie, c'est la psyché qui a envie de s'apaiser et de se compléter, d'être dans un état de complétude. Et quand elle a le temps, c'est une respiration, donc il y a la sécurité, mais il y a aussi la complétude qui va être la pulsion de vie, qui va faire que ces êtres vont nous appeler à travers les symptômes pour reprendre leur place
et pour que ça soit un tout petit peu plus confortable et que notre structure soit un petit peu plus dense et qu'on se sente un peu plus les pieds sur terre, quoi. Voilà. Il me semble que tu décris le processus de dissociation ou de fragmentation, comme si au cours de la vie, certains événements traumatiques venaient créer des petites cases dans lesquelles on allait nous enfermer ou les enfermer, et que dans ce que je comprends, j'essaye de reformuler à travers ma grille de lecture du monde, finalement, certaines périodes de vie sont plus propices au décloisonnement de ces cases-là, c'est-à-dire qu'on a créé des cases à l'époque où on ne pouvait pas survivre, on ne pouvait pas vivre face à ces événements traumatiques, et la maturité aidant, on arrive à des moments de vie où, tiens, cette case, je peux la prendre et la regarder, sauf que, et je viens vérifier avec toi, que souvent, c'est pas nous qui choisissons d'aller décloisonner ces cases, mais c'est comme si elles remontaient en surface à la lumière de notre disponibilité émotionnelle. Bah écoute, j'aurais du mal à le dire mieux que toi. Je crois que oui, effectivement, il y a ce mouvement-là. Quand il est possible, il se fait. Et il n'est pas toujours possible parce que dans certaines périodes de vie, on est trop tendu, on n'est pas assez en contact avec soi-même et on a trop de choses à gérer. Ouais, Voilà. Et donc, du coup, effectivement, la maturité, ça crée quand même une trajectoire qui, au cours d'une vie, peut s'apparenter à beaucoup de possibilités de traumatisme dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'incompréhension qu'on a de qui on est et pourtant dans les émotions qu'on ressent qui sont très fortes et tout. Donc, on n'a pas encore notre ancrage d'une certaine façon. Et on se fait balloter, chahuter, et ça crée énormément de désordre à l'intérieur. Puis il va y avoir l'image sociale qu'on va vouloir construire pour convaincre le monde qu'on est quelqu'un de bien, pour pouvoir se convaincre soi-même en passant par le monde que bon, voilà, on vaut le coup, on est légitime, on va faire nos preuves. Et puis au bout d'un moment, on va avoir cette montée de j'ai créé un personnage pour pouvoir survivre et être apprécié, pour pouvoir converser avec le monde de façon satisfaisante pour lui. Mais je me suis un petit peu oublié et il y a quelque chose de l'ordre de il va falloir rééquilibrer tout ça. Et ça peut passer par la dépression qui serait comme un appel d'air oui. qui fait passer d'un état à l'autre. C'est d'un état de je vais convaincre le monde à un état de je vais m'écouter et je vais me respecter et c'est à partir de là que je vais rencontrer les gens. Et ça change tout en fait. Mais Mhm. tout est bien, hein. Il n'y a pas de je veux dire, c'est important ce moment où on ne sait pas encore qui on est et où, avec, je sais pas, un élan très fort, on balance quand même une image pour essayer de s'intégrer, d'être accepté, de fonctionner, d'être aimable, de comprendre les codes. C'est admirable de faire tout ce travail-là. Et la maturité aidant, ouvrir au fait que ça soit une occasion de faire s'effondrer ça pour récupérer certaines choses, mais différemment. Pour faire, par exemple, d'un faux self qui va occuper la totalité de nos interactions avec le reste de l'humanité, une facette sur laquelle on peut aller ou non, par choix personnel. Et donc, du coup, ça devient un outil, et c'est plus une prison, et c'est quand Oui. même autre chose. Et ce que je constate, c'est que ce que tu décris n'est pas un événement unique dans une vie, mais ça peut procéder par couches. Euh, euh, Par exemple, dans mon cas, bah, c'était le joueur de billard, et puis après c'était le banquier, et puis maintenant c'est l'auteur, et puis demain ce sera peut-être autre chose, le cordonnier, que sais-je. Est-ce que tu constates ça chez toi, et est-ce que, bah là j'en sais rien, l'intuition qui monte, c'est est-ce qu'il y a un- est-ce que ta posture finalement de psychologue ou de psychopraticien est aussi quelque chose que tu vas pouvoir un jour déposer ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un outil ou... Hmm. Je dois dire que un parti pris qui est personnel, en fait, qui est tellement présent que j'ai du mal à en faire autre chose, j'ai pris ce parti d'être présent dans les accompagnements que je fais malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a une place qui est laissée à la vie qui veut s'accoucher, mais il y a aussi le fait que je ne vais pas me cacher derrière une posture de neutralité un peu feinte pour avoir une sorte d'ascendant sur le moment. Je vais aussi être là avec ma vulnérabilité, avec mes imperfections,
avec mes ressentis. Et parfois, ça peut constituer euh, des pas de côté qui vont, je sais, qui vont pouvoir permettre en fait à la personne de ne pas rester coincée dans une unique version du réel. Parce qu'il y a aussi ce piège-là quand on vit longtemps dans la continuité de ce qu'on a construit au départ, on se retrouve en fait à accumuler. On construit une sorte de mur où on met toujours des briques au même endroit, par-dessus les autres, et donc du coup il y a un biais d'engagement, quoi, quelque chose qui fait que on a l'impression de se remettre en question, mais qu'en fait on bosse à confirmer notre version jusqu'au moment où on n'en peut plus. Et quand on n'en peut plus, généralement, enfin, je veux dire, il y a quand même une bonne partie des gens qui viennent me voir qui, en fait, ont une grille de lecture numéro 1 qui arrive à bout de souffle. Et ça, c'est passionnant parce qu'en fait, c'est le moment où on ne croit plus à cette première grille, mais où on ne sait pas quoi faire d'autre. Et là, ça mouline sévère parce que euh, on sent qu'il va falloir qu'elle s'écroule, et on a tellement peur parce qu'on maîtrise encore la première grille. On n'y croit plus, elle nous apporte plus autant de vie, de satisfaction, euh, je sais pas comment dire, mais de sentiment d'être là, quoi. Et elle ne remplit plus le sens, en fait, finalement, de l'existence pour la personne. Mais la suivante n'étant pas encore en place, il faut accepter de mourir à ce moment-là, un peu, pour Complètement. renaître ensuite. Et quand c'est l'unique chose qu'on a connue depuis le début, c'est hyper compliqué d'accepter de lâcher. Et parfois, il y a énormément de résistance. Et respecter ces résistances, ça fait partie de mon travail aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas y aller au burin ou au pied de biche. C'est normal d'avoir peur quand on a toujours fonctionné d'une façon. C'est normal d'avoir peur de passer à la suivante. C'est une forme d'effondrement identitaire, quelque part, hein. C'est Mm. comme si notre grille de lecture du monde, ce que moi j'aime appeler des narrations, venait échafauder un sens du moi et que de changer cette narration en profondeur créer une sensation de mort identitaire. En tout cas, dans la manière dont tu le décris, ça fait monter beaucoup d'émotions chez moi parce que j'ai Mm. l'impression d'être passé par là 2 ou 3 fois et qu'à chaque fois, c'est un sentiment de d'effondrement total. Et donc, tu décris ici euh, que dans ce processus d'accouchement de soi-même, tu te permets des pas de côté où le toi, c'est-à-dire ta subjectivité a sa place dans le processus Oui, thérapeutique. tout à fait. Et je vois pas comment je pourrais faire autrement avec qui je suis aujourd'hui. Peut-être un jour viendra où, naturellement, je, 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 je mettrai ça de côté. Là, pour l'instant, j'accepte d'être qui je suis. Et à des moments, je serai plus en train de retenir l'information que j'ai envie de donner que d'être avec la personne. Du coup, à ce moment-là, je décide de partager, de mettre au centre de la table. La personne, elle en fait ce qu'elle veut derrière. Il n'y a pas d'obligation à ce que ça soit pertinent ou. Le but du jeu, c'est que si jamais je ressens quelque chose et que je te le propose, mettons, on est en séance tous les deux, je te propose ce que je ressens. C'est ce que tu vas en faire qui m'intéresse, c'est dire, ah non, non, ça, c'est pas vraiment comme ça. Ah oui, c'est comment pour toi, du coup? Et là, on a un pas de côté qui se transforme en quelque chose d'intéressant puisque on retourne dans la subjectivité, ben, qui prime surtout, c'est la subjectivité de la personne que j'accueille. Ouais. C'est dans cet espace-là souvent que sont cachés les plus gros trésors, parce qu'en fait, on a renoncé presque au fait d'assumer cette subjectivité. On la fond dans différents récits, on n'en prend pas la responsabilité, on a peur d'en prendre la responsabilité parce que ça nous isole, ça nous confronte à d'autres personnes, ça nous fait dissonner avec le consensus de l'endroit où on se trouve, qui change tout le temps selon où on est. Et donc du coup, contacter sa subjectivité en la pensant, en la ressentant comme légitime, c'est déjà un travail en soi en fait. Parce que souvent on a appris que le sacrifice était plus intéressant que le soin à soi. Oui, c'est cette articulation éternelle entre authenticité et lien. C'est-à-dire, je me sacrifie au profit du lien plutôt que d'être authentique. Et donc, ce que j'observe moi, c'est deux grandes tendances. Les gens qui sont 100% dans le lien, comme s'ils étaient dépendants du lien pour survivre, au détriment total de leur authenticité, et donc ça procède par crise comme ça, ou des crises d'authenticité, ou alors c'est l'inverse, ce sont des gens qui sont tellement dans leur authenticité de peur
de mourir, parce que c'est leur grille de lecture, et qui ne peuvent pas être dans le lien, et le lien est quelque chose de finalement dangereux ou de perçu comme insécure ou périlleux. Ouais, bah, je te rejoins là-dessus, surtout que dans mon histoire personnelle, je me suis construit sur les deux. Ouais, Euh, je me suis construit sur les deux. J'en ai tiré quelque chose dont je t'ai un peu évoqué les contours en parlant de décalé de naissance, mais euh, ce, ce- ce moment où la fragmentation, en fait, ça devient un état d'être par refus presque d'incarnation. Il y a vraiment la double certitude d'être coupable et d'être innocent en même temps, et celle d'être en dessous de tout parce qu'on n'arrive pas à fonctionner avec le monde qui nous entoure, et celle d'être au-dessus parce que on comprend comment fonctionne le réel en l'observant comme une sorte d'anthropologue. oui, Et du coup, il y a vraiment cette dualité de j'ai tout compris mieux que tout le monde, et là, c'est le complexe de supériorité, et j'arrive pas à fonctionner et j'arrive pas à être un humain fonctionnel, et du coup, je suis en dessous de tout, et là, je suis en complexe d'infériorité. Euh, un des, une de mes marottes, alors enfin voilà, en dehors de ce qu'on évoquait juste avant, c'est vraiment ce récit que je suis en train encore de construire, du décalé de naissance, afin de pouvoir rejoindre les personnes qui se sont construites un petit peu sur le même schéma. J'essaie de toucher en fait à l'essentiel de ce que j'ai vécu, de manière à ce que ça puisse parler à d'autres personnes, parce que j'ai l'impression que, comme la plupart des gens qui vont prendre la parole, c'est-à-dire que c'est ce que j'aurais aimé entendre à un moment donné, que je vais essayer de mettre en forme avec le cœur et avec sincérité. Euh, Parce que cette ambivalence intérieure, ce monde intérieur qui devient plus vrai que le monde extérieur, c'est aussi quelque chose dans lequel on peut s'enfermer, effectivement, comme tu le disais plus absolument. tôt. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi, plutôt, tu vois. La difficulté, c'est de fonctionner avec le monde, c'est pas d'être en contact avec qui je suis à l'intérieur. Ça, y a pas de souci. Alors, tu utilises ce terme. Alors, déjà, tout ce que tu dis, cette articulation, cette ambivalence dans laquelle cohabite une forme de dissociation surplombante et une forme d'incapacité d'être au monde et de sentiment d'échec permanent. Il y a une vraie cohabitation entre ces deux. Donc, ça me parle beaucoup. Et donc, tu utilises ce terme assez séduisant qui est décalé de naissance. Alors bien sûr, on va entendre ici plein d'étiquettes hein, qu'on va pouvoir finalement coller pour se situer des étiquettes un petit peu euh, psychiatrisantes ou psychanalysantes. Et toi, tu utilises ce terme. Euh, Est-ce que tu as élucidé les constitutifs potentiels de ce décalage de naissance? Oui, déjà, j'ai choisi ces termes pour le, ce que ça fait quand on l'entend. Euh, Pas du tout pour la rigueur scientifique, innée, acquis. C'est dans les premières années de vie. Pour moi, un décalé de naissance, c'est quelqu'un qui, dans les premières années de sa vie, va ressentir le fait d'être banni de la tribu à laquelle il devrait appartenir, sans explication. Et quand on se penche un peu sur l'histoire humaine, en fait, le bannissement, c'est un des trucs les plus violents qui soient. Ouais, Encore aujourd'hui, euh, quand on regarde dans les prisons, il y a des quartiers d'isolement, donc on peut être isolé de l'isolation, isolé de l'isolement. Enfin, vraiment, il y a un truc de, on peut encore plus être isolé et c'est encore plus grave et c'est encore plus dur. Euh, un être social incapable enfin, rendu en incapacité de communiquer avec les autres, ça le rend fou, quoi. Un bien truc sûr. comme ça. Depuis toujours, donc du coup, depuis le début du cas de cette idée, on sent que le bannissement, c'est vraiment la sentence la plus forte. Et généralement, pour que ces sentences soient connues, on fait des cérémonies, on fait des procès, on fait un conseil, etc., qui se réunit et qui dit voilà pourquoi tu es banni. Et là, ce que je décris en disant décalé de naissance, c'est quelqu'un qui va ressentir ça à l'intérieur de lui, et il n'y a personne qui fait de réunion. Il y a personne qui va lui expliquer pourquoi, quand il parle, on veut qu'il se taise. Quand il s'exprime sincèrement, c'est perturbant pour l'entourage. Pourquoi les idées qu'il a sont pas celles qu'il faut avoir. Pourquoi quand il a un besoin et qu'il l'exprime, c'est pas le moment. Pourquoi ça heurte en fait le cadre et le récit de la tribu en question.
et des tribus même presque au pluriel, puisqu'il va y avoir la tribu famille, mais il va y avoir la tribu classe d'école, etc. Il va y avoir plusieurs tribus comme ça auxquelles on est censé appartenir, on nous y pose le matin, ou alors on y habite tous les jours. Donc c'est censé être notre tribu, ça, c'est logique. Et il y a donc une cassure entre le ventre maternel qui nous contient, et ça devrait passer le relais à une tribu qui nous contient également, avec de la sécurité, avec sécurité émotionnelle, mais sécurité aussi matérielle et affective. Et du coup, cette sécurité n'advient pas. Il y a comme quelque chose qui prend pas. C'est pas possible, en tout cas pour moi, ça n'a pas été possible d'adhérer à ce qu'on me proposait comme quelque chose de rassurant. Je voyais les ficelles derrière. J'avais l'impression, en tout cas, de voir les ficelles derrière. Je sentais quand ça sonnait pas. Je voyais des adultes qui essayaient de me dire qu'ils étaient sûrs de savoir ce qu'il fallait faire dans la vie, qui il fallait être, alors que je voyais bien qu'ils étaient complètement souffrants d'être eux-mêmes, qu'ils n'arrivaient pas à s'aimer eux-mêmes, qu'ils n'arrivaient pas à s'aimer entre eux, et ils étaient en train de me dire ce qu'il fallait que je fasse. En fait, ils étaient le contraire d'inspirants. Et là, ça cassait tout désir de m'intégrer. Ça cassait, et puis ça faisait mal à chaque fois en plus que j'essayais moi d'être sincère et de dire ce que je voyais. C'était tellement dérangeant que du coup, je me faisais rejeter sans explication. Il y avait vraiment, je les vexais quoi, ou je les empêchais de tourner en rond, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, c'était pas permis d'aller là où je voulais. Donc, mon lieu d'existence est devenu. euh, j'ai fait une conférence là-dessus. Je dis en fait, je vais aller un peu. Ça va si je déroule un peu ça? Oui, Euh, on fait une pause du- ici parce qu'il y ouais, a un vrai décalage entre l'image et le son et je sais pas ok. si ça vient de ton côté ou pas. Ça doit venir de mon côté. Ok, là ça s'est résolu. Ah, ok, super. Donc tu peux y aller. Euh, ok. En fait, dans ce que j'ai constaté, je partirais de ce point de départ. J'ai l'impression que notre attention, en tant qu'humain, c'est notre super pouvoir. Je dis ça comme ça. C'est en fait l'endroit où on densifie le réel. Si on est 10 000 à regarder le même truc, il existe beaucoup plus que s'il y a une seule personne qui le regarde. Et un des trucs les pires, justement, quand on est banni, c'est que on est le seul à valider le réel à notre façon. Donc, c'est d'une violence extrême parce que ce qui est le plus vrai pour nous, c'est pas vrai pour les autres. Et là, ça rejoint une bonne partie des choses qui vont être vues en accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire que il y a des personnes qui ont vécu des chamboulements émotionnels qui n'ont été vus de personne, et pour qui c'est encore vrai aujourd'hui et c'est encore perturbant. Même des fois, il y a un déni qui a été posé dessus parce que tellement personne l'a vu ils savent même plus si c'est vrai, mais ils sont quand même taraudés par ça à l'intérieur. Donc c'est tellement vrai qu'ils n'arrivent pas à être tranquilles et qu'ils peuvent pas s'en affranchir. Et c'est tellement pas vrai que personne l'a reconnu, personne l'a vu, personne l'a pris au sérieux. Et c'est cette ambivalence-là qui crée une sorte d'ouverture, je sais pas comment dire, mais une séparation. Cette séparation au-dessus du monde, en dessous du monde, parce que d'abord, on va se sentir en dessous puisqu'on est lâché par la tribu. On se sent lâché par la tribu, pas accepté pour qui on est, pas accueilli. Et donc, du coup, on va sombrer, on va tomber dans la cave où on est tout seul et on va d'abord souffrir de ça. Et on va réhabiliter ça une fois que c'est fait. Je m'explique. Pour ça, j'aime bien prendre l'image de la série Lost que beaucoup de gens ont vue. Et puis si on l'a pas vu, on sait de quoi ça parle. Quand ils se crashent avec l'avion, ils veulent reprendre leur vie. C'est leur désir le plus ardent, c'est de revenir dans leur vie d'avant. Ils étaient dans un avion, ils connaissaient pas les autres. Comme quand on est dans un transport en commun, on n'a pas du tout. Enfin, on discute rarement avec les gens qui nous entourent, seulement s'il y a un problème. Si le train a du retard, on va commencer à se rencontrer. Avant, on est chacun dans notre bulle et on fait des trucs. Là, bon, bah, l'avion se crache. C'est d'autant plus une raison de discuter pour ceux qui s'en sortent. Et leur premier désir, c'est comment on fait pour sortir de là et pour revenir à nos vies d'avant. Sachant que c'est déjà impossible de revenir à leur vie d'avant. Mais ils y croient parce que ça vient de se passer. Ils voudraient que ça soit annulé, en fait. Revenir très très vite, de manière à ce qu'ils aient vécu ça qu'une fraction de temps qui leur permette vraiment de revenir sur leurs appuis, en fait. Mais il se trouve qu'ils vont rester quelques mois coincés sur l'île et qu'il va y avoir une nouvelle organisation,
qui va se faire, qu'ils vont devoir se construire des habitations, qu'ils vont se rencontrer, qu'ils vont devenir amis, qu'ils vont s'engueuler, qu'ils vont tomber amoureux, etc. Mais l'endroit où il y a eu l'impact et où ils se sont dit qu'ils voulaient rentrer chez eux reste intact. C'est là où ça a été encapsulé. C'est là où il y a le satellite émotionnel. Le satellite émotionnel, il dit je veux sortir d'ici. Et il reste dans ce cri-là, parce que survivre à un crash d'avion et vivre un crash d'avion, c'est quand même quelque chose. Et donc, ce cri de je veux rentrer chez moi qui va rester intact, et ils vont vivre leurs aventures, il va y avoir comme une sorte de difficulté à comprendre que rien ne sera plus jamais pareil. Donc, ils sont à la fois la personne qui vit sur l'île, qui a pris un statut différent de ce qu'il avait le reste du temps, qui a appris à survivre, qui a rencontré des gens qui il tient, qui vit des aventures fortes et qui même a jamais peut-être été aussi proche de lui-même dans l'instinct en fait qu'il faut rejoindre pour survivre dans ce genre de situation. Et ça nécessite beaucoup de ressources. Et il reste avec le contact. Et c'est comme si on oubliait que ce cri, ce premier cri, il était plus possible de le rejoindre en dehors du fait d'aller rejoindre celui qu'on était à ce moment-là, dans un moment où on le rencontre avec celui qu'on est aujourd'hui. Et ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, je suis tombé dans ma cave en n'étant pas sur le plancher sur lequel ma tribu tenait. C'est-à-dire, j'aurais bien voulu tenir sur ce plancher-là, mais j'y arrivais pas. Et du coup, je suis comme tombé au sous-sol, et au sol, on est tout seul. D'abord, j'ai souffert du fait d'être tout seul. Comment on fait pour remonter? Et puis petit à petit, j'ai commencé à aménager cette cave et j'ai commencé à en faire mon chez-moi. Et ce chez-moi, euh, eh ben, j'avais à la fois la certitude de ne pas vouloir que ce soit chez moi et de plus en plus d'options à l'intérieur de cette cave. Et j'avais installé un canapé, j'avais une petite lampe, j'avais des livres à lire, etc. Et c'était vraiment mon endroit. Et donc, du coup, j'étais coincé dans l'ambivalence de c'est chez moi et je devrais être ailleurs. Et petit à petit, bah, du coup, ça fait une vie un peu bizarre où on est sur de la multidimension, en fait, vraiment. Il y a vraiment ce truc-là. Quand on veut s'adresser à quelqu'un, on voudrait qu'il vienne dans sa cave. On aimerait que lui aussi soit dans sa cave pour discuter. Et lui, il veut pas, parce que si il a tenu sur le plancher de sa tribu, il est content. Il a aucune envie de nous rejoindre dans sa... Et il veut pas. Il a comme une sorte de pressentiment que la cave, c'est pas cool, quoi. Et il a raison, puisque nous, on se débat à l'intérieur. Donc, du coup, il y a une espèce de lieu, en fait, de conscience. Je sais pas comment dire, moi. Mon lieu de conscience le plus réel, ça va être la cave. Pour lui, ça va être le plancher. Pourtant, il existe à la cave, et s'il fait une dépression, il va aller y faire un tour. Et pourtant, j'existe sur le plancher, puisque je vais à l'école, je rencontre des gens, etc. Mais mon endroit où je trouve que l'endroit où nous trouvons chacun, que le réel se trouve, c'est pas le même endroit. Et donc, il y a impossibilité de discuter. On ne discute pas au même étage. Euh, on a peur de l'étage de l'autre. On l'aime pas. On l'apprécie pas. Et j'en reviens à ce super pouvoir de l'attention. C'est juste dire que quand on pose son attention sur un récit qu'on construit soi-même et que personne ne reconnaît comme étant légitime, bah ça fait de nous quelqu'un à la fois de débrouillard parce qu'on a construit notre truc et tout. Enfin, il faut aller chercher des ressources, il faut réfléchir, il faut se poser avec qui on est, etc. Et puis en même temps, ça fait de nous quelqu'un de très vulnérable parce qu'on est très identifié à ce récit. Il a été fait avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'attention et beaucoup de souffrance aussi. Et donc pour se défaire d'une grille de lecture qui a été construite comme ça dans un premier temps, c'est d'autant plus difficile que c'est pas une illusion qui tombe avec on m'a vendu une illusion, j'y ai cru. C'est je me suis fabriqué une illusion. C'est moi qui l'ai faite. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis parti un peu trop dans tous les Pas sens. du tout. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Hmm, Par contre, j'ai un mouvement de recul à l'endroit je t'écoute. où tu déclares que tu t'es construit une illusion. Alors Hmm, que, vu que ton récit résonne énormément avec mon vécu, euh, j'ai toujours pas la sensation que suis construit une illusion. J'ai la sensation que les autres sont restés dans l'illusion du plancher. hmm, Tu vois, comme s'il y avait un réel comme s'il y avait une hiérarchisation des réels, ce qui est fondamentalement faux. hmm. Mais tu vois, le postulat que tu t'es construit une illusion me semble, ça grince un peu chez moi. En fait, mon illusion, ça va être de penser que je peux, en ayant construit mon récit dans ma cave, m'en sortir. C'est-à-dire que j'ai acté le bannissement
que j'avais ressenti, je me suis construit dessus, et donc je me suis coupé de tous les autres humains, sauf des exceptions, des amitiés, Ouais, etc. Donc il y aura des exceptions à la règle. Un peu, je dirais pour être un peu provocateur, un peu de la même manière que quelqu'un qui va être raciste par principe et qui va bien aimer une personne qui en fait fait l'exception qui confirme la règle. Il y a un peu ce truc-là. ouais, Lui, je l'aime bien parce que bah c'est bon, c'est lui. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je fais exprès d'aller oui, pour ramener ça vers. En fait, c'est plus raffiné comme mouvement, oui. mais finalement, si on va à la racine, je trouve que c'est la même chose, Alors maintenant, je un peu. comprends mieux l'illusion dont j'ai mis personnellement peut-être 35 ans à sortir, qui est à travers mes oreilles, comment je le reçois et comment je le digère. Ce que tu dis, c'est la sensation qu'on a besoin de personne, que le lien n'est finalement pas quelque chose de très important. Eux, ils ont besoin de liens, c'est très bien, mais moi, ça va tout seul, je vais très bien. Mm, Et c'est comme s'il y avait 30 ans de chemin, moi j'appelle ça la pendulation. 30 ans où on lâche le pendule à un endroit et qui met 30 ans à arriver de l'autre côté, où on se dit mais c'est pas possible. J'ai vécu 30 ans en dissociation avec les miens puisque c'est le premier langage qu'on m'apprend dans la vie. Tu n'as pas le droit au chapitre, ferme-la, ce que tu dis c'est de la merde, etc., etc. Et en fait, dans mon monde, ça a mis 30 ans à comprendre que, il y a eu une construction identitaire pour vivre dans ce schéma, dans ce milieu hostile, et que quand on commence à en sortir, il faut réapprendre ce que c'est que le lien. mm. Bah, je te rejoins tout à fait là-dessus, et puis je pense que ça m'a mis à peu près le même temps, donc bienvenue. Ouais. Ça m'étonne pas qu'on ait autant de plaisir à échanger ensemble, parce qu'il y a ce truc-là, en fait, de, il y a eu construction sur du trauma, construction identitaire sur du trauma. Et donc, du coup, à un endroit, on est en train de faire un nous et un eux. Même encore pire, on est en train de faire un moi et un eux. Et là, c'est le comble, en fait, finalement, de l'isolement, c'est de déclarer soi-même, par-dessus ce qu'on ressent, le fait que, à partir de maintenant, c'est comme ça. Je coupe les ponts. Et donc, quand on crée une scission comme ça, quand on crée un thémata de cette façon-là, on se le crée aussi à l'intérieur. Oui, On est en résonance avec ça. Et donc, du coup, on est en combat intérieur. Et quand on est en combat contre soi-même, il y a toujours une partie qui perd, hein. ouais. C'est, Et c'est comme ça, hein. c'est intéressant. Moi, je rapproche toujours cela des pratiques ésotériques de toutes les religions qui disent on ne peut pas commencer à étudier la dimension ésotérique des choses avant l'âge de 40 ans. Comme Hmm, si il y avait une forme de consensus transculturel que la maturation des choses, la remontée finalement du méthane à travers un sol qui se fertilise de plus en plus, euh, prenait autant d'années. Comme si hmm, 30 ans ou 40 ans était un cycle, et comme si, j'ai un ami proche qui appelle ça la crise de milieu de vie, comme si euh, la période de vie 30 à 40 ans était le terrain fertile à un chamboulement, un renversement de paradigme, et on le constate souvent dans cette période qu'on pourrait même dire 35-45, où il y a quelque chose qui lâche. Au niveau, ça c'est ma lecture, au niveau identitaire, il y a quelque chose qui se flexibilise et quelque chose d'autre peut émerger. Est-ce que tu constates hmm. aussi ça, cette période-là? Ouais, ouais, tout à fait. Et pour autant, je reçois quand même des gens qui vivent ça à des âges plus reculés. En étant des fois à 80 ans, ça se passe à ce moment-là parce qu'on peut tenir on peut tenir toute une vie arc-boutée Oui, sur cette première version. Il n'y a pas de, euh, oui, il y a une possibilité de faire ça, en fait. Soit il y a la nécessité de cet effondrement au-delà de nous-mêmes, parce qu'en fait, finalement, nous, on aimerait que cet effondrement n'ait pas lieu. C'est un renoncement tellement fort à opérer. On a tellement dit de choses qui allaient dans l'autre sens que ça nous contredit, ça enlève. On s'est construit sur le manque de cohérence des personnes que l'on croise, mais pas sur notre manque de cohérence à nous. Et on essaye de maintenir la cohérence dans quelque chose d'ambivalent, de fragmenté. Et ça demande une énergie folle. Et ce que je constate aussi, c'est quand on laisse
cette, cette bouffée de vérité, d'une certaine façon, nous prendre, cette restructuration se faire, eh bien, on a cet effet magique d'avoir tout un pan de notre énergie qui devient disponible puisqu'on n'est plus occupé à faire de notre incohérence personnelle de la cohérence de façade. Oui, Euh, ça prend une énergie énorme de se dire cohérent alors que on est à la fois au-dessus du monde en train de juger tout le monde et en dessous de tout en train de se dire qu'on est minable. Donc soit on sacrifie le monde pour se sauver soi-même, soit on se sacrifie pour sauver le monde. Et du coup, il y a vraiment, c'est sans pitié quoi. Et le truc, c'est que ça clignote tellement vite qu'on a l'impression de rien sacrifier, mais on sacrifie tout tout le temps, à chaque seconde. de façon alternative en fait. Il y a vraiment un truc qui clignote à fond. Et j'ai l'impression que c'est ça que j'ai trouvé comme façon de conserver cette cohérence, c'est de clignoter très très vite. Je me sacrifie, je sacrifie les autres. Je me sacrifie, je sacrifie les autres. Pour qu'il y ait un équilibre. Mais c'est une boucherie en fait, Oui, d'une certaine façon, de faire ça. Je oui, pouvais pas faire mieux. Euh, j'ai énormément de tendresse pour celui que j'ai été qui a tenu ça. Ça démontre une force de caractère et, euh, et puis une ténacité que bah, j'ai rencontré une fois que j'ai vu ça s'écrouler. Je me suis dit, waouh, quand même, j'ai tenu tout ce temps, ce récit-là. Aujourd'hui, je le trouve intenable, mais sur le moment, j'étais tellement persuadé, j'y mettais tout mon cœur au fait que ça oui, tienne, ça. bien sûr. Et du coup, j'étais devenu la figure que je dis tout à l'heure, j'ai évoqué la figure de l'anthropologue, mais j'étais devenu un anthropologue désabusé. En fait, je regardais le monde en sachant ce qui allait se passer, c'était très prévisible, mais je participais pas. Mm. J'étais juste sidéré de l'absurdité et de la médiocrité des gens qui acceptaient les choses telles qu'elles étaient. Et en même temps, je me rends bien compte que maintenant, justement, que je m'autorise à faire des choses, elles sont médiocres, hein. Ces choses que je m'autorise à faire. Il y a toujours mieux, on pense toujours à ce qu'on aurait pu faire d'autre. On se dit toujours, tiens, Bien mais elles sûr. sont médiocres, mais elles sont vécues. Elles sont des expériences. Et donc, elles sont pas juste dans la tête en train de, ah ouais, je pourrais faire ça et tout. Je sais pas si ça t'a fait ça. Toi qui écris des livres et qui a réussi justement à faire qu'ils soient lus, déjà, bravo pour ça, parce que c'est pas rien de faire ça. Moi, dans ma tête, j'ai un auteur qui vend des millions de livres mais il est toujours pas sorti, Mm. le premier livre. Et donc, du coup, j'ai l'impression que j'ai énormément de choses à dire. Tu sais, c'est comme le fait ouais, vouloir écrire un livre quand on a réfléchi autant sans le faire, c'est vouloir tout dire sur la première page. Et donc, du coup, on se retrouve, Oui, bah, on peut pas passer à l'action. je Il y a comprends. comme un truc qui dit, ça peut pas, en fait, la dimension sur laquelle on est branché ne peut pas arriver sur la page. Oui. C'est, on peut pas la ramener par le slip et lui dire Ouais. viens sur cette page, mon Dieu. C'est à nous de temps en temps d'aller la retrouver, mais on peut pas la ramener. On peut juste après être transformé dans notre présence par le fait d'aller la visiter de temps en temps, cette dimension-là. Ça, c'est une grosse frustration, mais quand on l'a compris, c'est aussi un grand repos, j'ai envie de dire. Bien sûr. Ça laisse tranquille un peu. Pour revenir à ton terme décalé de naissance, est-ce Ouais. que dans ton interprétation, est-ce que pour toi, il y a un décalage qui est effectivement de naissance, qui vient conditionner ce rejet de la tribu, ou est-ce qu'au contraire, tu nais, entre guillemets, tout à fait acceptable, normal, entier, et que la tribu te fait sentir un décalage? Est-ce que c'est un Euh, décalage, autrement dit, acquis ou inné? déjà, je commencerai par dire que j'ai pas la prétention de savoir exactement de quoi il s'agit. Je pourrais, je pourrais aller dans les deux versions et aller explorer ce qui me parle. Et donc du coup, j'en choisirais pas une. Je trouve que les deux sont intéressantes. J'ai l'impression que quand on se vit en tant que décalé de naissance, on a aussi tendance à couper les générations précédentes de notre pédigré. Puisqu'en fait, on s'est senti tellement banni que du coup, par-dessus, on se dit qu'il faut plus qu'on nourrisse ça, il faut plus qu'on ait d'espoir vis-à-vis de ça. Les espoirs de liens déçus, ça suffit, quoi. Et donc, du coup, on ne converse plus non seulement avec les gens qui nous entourent, sauf exception, mais surtout, on ne consulte pas d'où on vient, les générations précédentes.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'un décalé de naissance, ce qui l'amène avec lui, c'est le questionnement de qu'est-ce que vous avez foutu. Euh, c'est surtout ça, c'est un enfant qui arrive avec quelque chose qui peut renverser la table sur plusieurs générations. Oui. Le principe du mouton noir. Pardon? Le Le principe du... mouton noir, oui. Tout à fait, exactement. Donc il peut arriver avec cette perception et ne pas la dire parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il se taise avant même que de l'ouvrir. Il peut essayer de le faire et créer suffisamment de dégâts, en tout cas pour lui-même, pour arrêter de le faire rapidement. Il peut continuer de le faire en intérieur ou alors taire cette voix intérieure et il peut continuer de parler, malgré tout. Donc il y a plein d'options déjà. Et le fait est que nous sommes à un moment, en tout cas je perçois ça du fait d'être les deux pieds dedans, j'ai l'impression que nous sommes à une période où on va pouvoir enfin lever le voile sur pas mal de choses, parce que dans les générations qui nous ont précédés, la survie était plus urgente que la vie. Mhm. Et en fait, ils nous ont donné de quoi inverser la tendance, presque, j'ai l'impression. Malgré eux, parce que ça les emmerde aussi. Mais il y a un truc où le, je sais pas, là je viens d'avoir mon premier enfant il y a très peu de temps, et il y a des parents de l'ancien temps qui disent, bon bah le but du jeu c'est que voilà ils soient vivants. Et bien sûr, j'ai d'autres ambitions que ça, moi aujourd'hui. Que donc du coup, c'est pas, on n'est plus dans les mêmes recherches, on n'a plus les mêmes priorités, et donc on voit à quel point il y avait aussi une sorte de dissociation, mais qui était différente, c'est-à-dire qu'il y avait une adhésion au récit collectif tellement forte de la part des générations précédentes. Alors évidemment, il y a des exceptions à tout ce que je suis en train de dire, hein. Je suis en train de faire des généralités, donc forcément, c'est pas précis. Mais il y avait une adhésion tellement forte au récit collectif qui disait comment il fallait être, et à partir du rôle social qu'on avait, on pouvait répondre à peu près à toutes les questions. Dans le niveau de conscience des générations précédentes, il y avait ce truc-là très fort. Oui. Et donc, il s'agissait simplement de faire taire la singularité à l'intérieur de soi, Mm. d'adhérer à ce qu'on nous montrait comme étant ce qu'on devait faire pour être accepté par la tribu et être accepté par la tribu. Et fermer les yeux sur les dysfonctionnements ou les garder pour soi. Enfin, taire sa cave. Voilà, c'était ça le but du jeu. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, finalement, ce que j'ai fini par, pour que ce soit clair, on perd en subtilité, mais c'est pour aller vite sur le sujet, j'ai l'impression qu'on était des salariés des récits collectifs. Quand on est salarié, on délègue son désir personnel, on délègue son pouvoir personnel, son élan personnel à un autre élan. En échange de quoi, on va nous donner de la sécurité, de la régularité, et donc du coup, on va être calme d'un point de vue de la survie. En fait, on va arriver à un point de vue où on va arriver à un point où on ne fait que survivre. Et il y a des gens qui arrivent à rester cette pointe de crête de la survie confortable. Tu vois? Donc pour moi, on est entre deux mondes à cet endroit-là. Si on arrive à être salarié sans avoir de temps pour se réfléchir, sans avoir cet appel qui vient nous bouleverser et créer cet effondrement en fait de ce récit-là, on peut vraiment être confortable. Pour moi, c'est aberrant hein, qu'on puisse rester à cet endroit-là. J'arrive pas à m'y relier personnellement, mais je vois que c'est possible. Et je le respecte parce que finalement, c'est un des endroits les plus cool qui soit. T'acceptes le mystère, t'acceptes ce qu'on te dit, tu t'inscris, je sais pas comment dire, mais il y a un respect de ce qui, il y a pas de remise en question. Et donc on est sur cette ligne de crête parce qu'en dessous on a la survie pure où tu travailles tout le temps, donc tu vas à la mine ou je sais pas quoi, enfin des trucs vraiment très très physiques qui te demandent tellement toute ton énergie qu'effectivement quand t'arrives tu dors. Et après tu te relèves et tu refais la même chose. Donc il y a une espèce de boucle comme ça routinière qui te prend tout. Mais aujourd'hui être salarié, c'est un peu moins intense physiquement que ça. C'est devenu intense psychiquement et donc du coup ça peut saturer au point de ne pas pouvoir contacter son. Mais c'est tellement absurde que ça peut générer cet élan-là malgré tout. Du coup, ce que je me dis, c'est que oui, une personne qui reste sur le plancher, pour moi, c'est une personne qui est devenue salariée des récits collectifs et qui accepte son sort.
qui a donc du coup cette sécurité, cette, cette routine, cette circularité, fabriquée hors sol un peu par l'humain lui-même, hein, parce que c'est des éléments qui sont pas très naturels au départ. On a fabriqué des saisonnalités hors sol, un peu, j'ai l'impression, euh, et qui acceptent ça tel quel. Et je pense qu'au bout d'un moment, il peut y avoir des appels qui font que tu as envie d'être. Alors, le statut aujourd'hui, c'est auto-entrepreneur, mais ça m'embête un peu. C'est pas trop ce que j'ai envie de défendre idéologiquement. Mais c'est le fait de prendre le risque de son désir, par contre. Et là, ça isole, ça force à assumer qui l'on est, à regarder le monde dans les yeux, et non pas en le défiant, mais en ayant en conscience que c'est notre désir dont il va s'agir et ça peut faire hyper peur parce qu'il va y avoir des regards malveillants peut-être, il va y avoir des regards jugeants peut-être. On va être visible en fait, avec qui on est. On n'est pas planqué à l'endroit où tout le monde pense pareil et où tout le monde est rassuré parce que, en gros, je reviens à ce que, et je vais bientôt m'arrêter. En gros, ce que je disais plus tôt, c'est que notre super pouvoir, c'est notre attention. Et si notre attention, elle est à l'endroit où toutes les attentions sont d'accord, on n'a pas d'effort à faire Oui, spécifique pour que notre pensée s'articule. On suit ce qui est déjà là. Et c'est le réel le plus densifié qui soit, puisque c'est là où il y a le plus de monde qui est d'accord. Donc, les attentions qui se fixent sur le récit qui existe déjà permet une sorte de plancher immuable, et tous ces gens-là, ils densifient ce plancher sur lequel ils tiennent, pour moi. Leur attention, ils la délèguent, peut-être des fois sans le savoir, à des autoroutes de pensée, d'articulation d'idées, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est pas interdit, qu'est-ce qu'il faut souhaiter, rêver dans la vie, qu'est-ce qu'il faut pas rêver, etc. Tout ça, c'est fléché. Et comme ils donnent leur super pouvoir, ils le délèguent à quelque chose qui existe déjà, ils n'ont pas l'effort à faire de trouver qu'est-ce que c'est. Et ils ont le bonheur d'avoir plein de gens qui sont d'accord, donc ils habitent le même monde, donc ils ont un sentiment d'objectivité, parce qu'il y a énormément de subjectivités qui se sont rassemblées pour dire on est d'accord. Ça remplace l'objectivité, et donc du coup, ils habitent le vrai monde, et c'est la vraie vie, et ça fait du bien. c'est Ça reposant. tranquillise. Ouais, tout à fait. C'est très Voilà, j'ai fini. Ouais, ok. Et donc tu disais ne pas vouloir te positionner quant à l'acquis ou l'inné du décalage de naissance. Hmm. J'ai l'impression que c'est les deux. C'est Oui. un espace de respiration. En fait, c'est un espace de respiration entre les deux. Je pourrais pas. Euh, Hmm. Il y a des prédispositions. Tu sais, par exemple, les gens qui vont se découvrir, euh, qui vont faire des décompensations, ils ont la graine de la possibilité de cette décompensation, mais peut-être qu'elle adviendra jamais. Du coup, c'est un peu ça. C'est un Oui. truc un peu comme ça. Et, et même si tu l'esquisses déjà, euh, comment tu décrirais la remontée de la cave vers le plancher commun ou du chemin de travers, Hmm. l'autoroute, pour reprendre tes images que Ouais. j'aime beaucoup. En quoi est-ce que cela consiste, d'une part? Et autre question à l'intérieur, on fait comment quand Alors il y a le déjà, je te remercie pour ta question. Je pense que je suis toujours en chemin de ça. Euh, je me sens, le processus est enclenché, mais il est de nombreuses situations où je me sens handicapé social vraiment très fort, Hmm. dans des endroits de normalité très appuyés. Oui, Je me sens vraiment seul, donc du coup, on s'en libère pas en 2 secondes de mon expérience. Euh, mais il y a la possibilité de rencontrer pourquoi c'est pas pertinent pour les personnes qui habitent le plancher de parler depuis leur cave, déjà. Ça, c'est déjà un pas. C'est-à-dire, en fait, j'aimerais, moi, si je me consulte en interne, il y a une partie de moi qui aurait voulu rester sur le plancher. Et puis, il y a une partie qui est devenue fière de plus y être. oui, Par, je sais pas comment dire, mais par nécessité. Vu que j'y suis, oui, je vais oui. en faire une fierté. Il y a quelque chose, j'ai construit tellement de choses à l'intérieur de cette cave que maintenant, c'est presque identitaire. Je suis pas comme vous.
moi j'ai une cave et je la connais. Et c'est sortir un petit peu de cette fierté-là pour rentrer dans une sorte d'humilité où arriver à rester sur le plancher, c'est quelque chose de compréhensible. Ça se comprend que c'est viable, que c'est que ça peut être suffisant, euh, que ça apporte quelque chose qui est de l'ordre de la tranquillité et de l'acceptation du mystère. C'est-à-dire là, on joue le jeu tel qu'il nous est présenté, tout droit. Et j'ai finalement de l'admiration pour cette simplicité de fonctionnement. Parce que je trouve qu'elle donne accès à, par exemple, à des moments d'une simplicité étourdissante où moi j'arrive maintenant à être ému. Avant, j'y arrivais pas. Avant, je trouvais c'est vraiment toujours, Ouais, j'étais dans le jugement beaucoup j'observais la normalité se dérouler et je trouvais ça vraiment. Et en fait, quand on a bossé un petit peu à l'intérieur de nous, on a accès à des choses qui se disent au-delà des dialogues qui se font. Et on peut avoir un dialogue entre deux voisins. Comment ça va? Ah, il fait beau aujourd'hui. Alors, comment ça va la petite famille? Bah ça va. Bon, et vous faites quoi ce week-end? Bah on va rester là. Bon, nous aussi. Bon bah bonne journée, bonne journée. Ça, c'est le truc sur lequel moi j'étais là, je me disais mais qu'est-ce qu'ils font? Et là maintenant, je peux voir de l'amour circuler ouais. à l'endroit où ces gens se disent ça. Plein de pudeur, cet amour. Pas très profond dans l'expression des mots qui sont choisis. Mais je sens de la bienveillance. Je sens de la connexion malgré tout, même si elle est partielle. Il y a quelque chose de beau là-dedans, que je suis pas foutu de faire, tu vois, encore. Et c'est presque un objectif maintenant, d'arriver à faire ça. De me dire, je vais m'offrir ça à un moment donné, je pourrais être premier degré en train de faire ça. Et ce serait trop chouette d'avoir cette option aussi. Il y a quelque chose, quand tu me décris tout ça, et évidemment ça résonne tellement, euh, ce plancher que tu décris, moi, je l'entends comme quelque chose de très animal, de très organique, où on est en lien avec les siens à l'endroit de l'inconscience, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est à l'endroit de l'impensé, à l'endroit où on ne va pas penser ce qui est pertinent ou pas pertinent, où on ne va pas aller checker l'état de la cave, aller checker l'état de la toiture, c'est juste on se laisse traverser par un mouvement du vivant sans le sophistiquer, l'esthétiser ou le surpenser. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire là. Mais il y a vraiment retrouver quelque chose à cet étage du plancher, euh, retrouver quelque chose d'animal, d'organique, de collectif et de vivant. C'est ça que Mhm. j'entends. Est-ce que ça te parle? Oui, euh, il y a une simplicité. Ouais, ce que tu dis animal, c'est juste. Et en même temps, j'ai l'impression que justement, c'est une version de l'animalité qui a été tellement euh, transformée par l'humain que c'est aussi ce qui est choquant pour quelqu'un qui est à la cave. C'est-à-dire comment on peut faire de l'animalité dans à un étage qu'on a nous-mêmes créé, c'est très bizarre. C'est-à-dire que on a voulu se sortir de cet état-là et on y est en toute inconscience sans bénéficier Hmm, de l'apport euh, d'être en contact direct avec le reste de la nature. En fait, pour moi, on s'est créé un sous-ensemble qui est considéré comme l'ensemble. C'est dans ce genre bien sûr. donc notre façon de transformer le paysage, de plus pouvoir poser le pied sur la terre à moins de chercher à le faire, d'être dans des maisons confortables, à l'abri de tout, de, on s'est construit quelque chose qui nous met à l'abri de l'incertitude première et qui nous garantit de ne pas avoir trop de soucis, qui nous garantit d'être tranquille, quoi. Et malheureusement, on a coupé notre appartenance au reste du vivant. Et c'est en ça que c'est hyper violent. C'est en ça que quand on arrive en tant que décalé de naissance, il y a aussi cette possibilité de ne pas considérer l'animalité que tu viens de nommer, en fait, finalement, de ne pas la retrouver dans cette humanité inconsciente, entre guillemets, mais de contourner l'humanité pour aller directement dans le monde animal et trouver que les animaux, c'est vraiment super.
Donc dire l'humanité, c'est de la merde, la vraie vie, c'est les animaux. Ouais. Euh, donc, on fait vraiment des gros tas, quoi, des grosses patates de ce qui est bien, ce qui est pas bien. On se fait sa petite règle à l'intérieur, mais c'est beaucoup plus séduisant d'être en communication avec la nature, les animaux, la faune, la flore, les cycles, etc. Donc, on va renouer avec quelque chose qui était de la survie d'avant, avant qu'on transforme tout ce qui nous entoure, notre environnement, pour créer une hyper-réalité au-dessus, en fait, de celle-ci, et de confondre ça avec l'entièreté de ce qui existe, puisque en fait, finalement, aujourd'hui, alors, la nature est bien faite, puisqu'elle vient nous chercher quand même par l'élastique, en nous envoyant des petites catastrophes naturelles pour nous dire, eh oh, je suis là. Mais autrement, les dangers qui sont à craindre sont des illusions totales, c'est-à-dire que les cracks boursiers, bah, on a inventé l'argent, on a inventé la bourse, et on est en train de flipper de trucs qu'on a nous-mêmes Mm. créés. Et donc, du coup, c'est hors sol, quoi. Il y a vraiment un truc C'est de, ça. quand on se connecte dessus, on se dit, oh, c'est fou. Les choses que l'on redoute le plus sont les choses qu'on a créées nous-mêmes, et les notations des pays, mais tout ça, quoi. Notre façon de nous-mêmes avoir créé nos tracas du quotidien avec des choses qui n'existent pas à l'état brut. Oui. Ça, c'est assez sidérant. Après, je reviens à ta question de comment on fait pour rejoindre le plancher. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est à partir du moment où on n'a plus besoin que le monde change pour se sentir exister. Parce que moi, dans ma cave, mon fantasme, c'était que tout le monde tombe dans sa cave, de manière à ce que je sois plus seul, parce que je pouvais pas monter sur le plancher sans me trahir. Bien sûr. Donc mon fantasme finalement c'était que tout le monde tombe en dépression, c'est sympa ça. Je me suis rendu compte de ça, je me suis dit oh, t'es cool avec le reste des gens Mathieu. Il y avait vraiment parce que j'étais tout seul et je me disais et puis j'avais l'impression de voir des choses plus vraies que les gens qui restaient sur le plancher. Du coup je me disais bon bah, pour ne pas renoncer à ce que j'ai découvert et pour renouer le lien avec l'humanité, il faudrait que celle-ci tombe dans la dépression de manière à ce que chacun soit dans sa cave et que quand je dis je suis dans ma cave, la personne dit moi aussi. Et ça y est, on commence à discuter. Ouais. Euh, et du coup, j'avais ce fantasme-là. Il y a pas mal de gens qui sont dans cette configuration en vivant à l'intérieur une différence tellement forte qu'ils aimeraient que le monde changeasse en entier autour d'eux pour intégrer leurs différences de manière à ce qu'eux-mêmes s'acceptent. J'ai l'impression que c'est quand même compliqué que ça se passe comme ça. Et donc dans quelque chose c'est bien qu'il y ait des combats qui aillent dans ce sens-là, tu vois, des gens qui vont militer pour que, par exemple, l'accès aux personnes à mobilité réduite soit possible dans le plus d'endroits possible. C'est hyper chouette. Tu vois, donc je ridiculise pas ce genre de façon de procéder. Par contre, à ma petite échelle, je me suis dit que c'était pas comme ça qu'il fallait procéder. C'est si moi je me déclare légitime à l'intérieur de moi, si je deviens le meilleur ami de Mathieu, euh, et si cette amitié n'est pas basé sur la détestation du reste de l'humanité, à ce moment-là, je vais pouvoir me déclarer légitime dans ce que je vis avant même que le monde change. J'ai plus besoin que le monde change pour me sentir légitime d'être moi, ce qui était le cas avant. Cette bascule, elle est énorme parce qu'en fait, elle permet d'aller sur le plancher de temps en temps, de sortir, de retourner dans la cave, d'aller faire des stages sur le toit à l'endroit où on a tout compris et où on se sent plus Mm. tellement c'est puissant ce qu'on peut toucher. Mais en fait, c'est pas à nous ce qu'on touche à ce moment-là, c'est plutôt c'est des choses qui sont difficilement ramenables sur Terre et donc du coup ça nous appartient pas. Mais sur le moment, on a l'impression d'avoir tout compris. Donc et de pouvoir aller dans tous les endroits avec autant de respect. En fait, c'est ça la complétude, ça va être je veux pas que tout le monde soit dans sa cave. Iront dans leur cave ceux qui veulent. Et ceux qui viennent d'y tomber, parfois ils viennent me voir. Ou ceux qui y sont depuis trop longtemps et qui sont coincés dedans, parfois viennent me voir. Et je discute avec eux dans des moments que j'ai créé la possibilité qu'on puisse se partager ces moments-là. Et c'est merveilleux parce que je suis à ma place. Je suis tellement à ma place dans le fait de partager ces moments-là que ça enlève toute question. Il y a quand même des gens qui sont dans leur cave depuis longtemps. Il y a quand même des gens qui souffrent de ça et qui savent plus comment faire pour en sortir parce qu'ils commencent à étouffer à l'intérieur. Et du fait d'avoir vécu ça et d'avoir commencé à sortir de ma cave pour aller sur le plancher de temps en temps, je suis en mesure d'écouter avec sincérité ce qu'ils vont me partager. Ils n'ont pas vécu la même chose que moi.
mais ça va puiser dans la même. Exactement. C'est essentiellement la même chose. Mhm. Et donc, du coup, quand je vais leur dire, je vois ce que je peux te reconnaître à cet endroit-là, c'est pas fin. C'est pas un truc où je reconnais tout le monde dans tout ce qu'il a vécu. J'essaie d'aller vraiment au plus proche de ce que ça veut dire pour la personne. Et ça donne une autre teinte d'une autre cave qui est devenue insupportable et merveilleuse à la fois. Et qui deviendra uniquement merveilleuse si jamais elle est un choix. Bien sûr. C'est-à-dire que plancher, toit, plancher, cave, cave, et de pouvoir circuler librement, sans qu'il y ait d'étage interdit. Et même à l'extérieur de la maison, euh, dans la nature qui entoure tout ça et qui nous dépasse largement dans les merveilles qu'on peut découvrir et auxquelles on peut se connecter. Je sais que là, dans cette dimension-là, t'es plus expérimenté que moi, mais voilà. Du coup, je me réjouis, tu vois, cette autorisation, en fait. Dire, c'est légitime de venir de la cave et d'aller de partout. Mhm. Ça fait maintenant 1 heure. Est-ce que tu veux nous partager un mot de la fin? Ouais. Euh, Bah, j'aimerais m'adresser à toi qui regardes cette vidéo. J'aimerais te dire merci d'avoir écouté cet échange jusque-là. Euh, J'aimerais m'adresser à toi, Stéphane, pour te dire merci de m'avoir invité. C'était vraiment très chouette. J'espère avoir pas été trop brouillon parce que je sais que ça part un peu dans tous les sens quand je parle là-dessus. Euh, j'ai plein de choses évidemment que j'ai pas pu développer qui pour moi ferait tu vois, l'image complète Eh oui. de ce que j'ai à l'intérieur. Donc je contacte une petite frustration et un grand plaisir, donc ça va. C'est équilibré. En tout cas, quand tu Euh, parlais... Oui, pardon, je t'ai je t'en prie, coupé. je t'en prie. Je dis en tout cas, quand tu parlais, j'ai plein de choses qui se sont ouvertes et Hmm. j'espère que les gens qui vont t'écouter vont également pouvoir visiter ça en eux. En tout cas, c'est très éclairant. Ok, chouette. Bon bah, je suis ravi que ça puisse l'être un petit peu. Euh, ouais, j'aimerais dire que à l'endroit où on se coupe d'une partie de l'humanité, il y a forcément des choses qui vont être impactées à l'intérieur de nous. Mm. Et on peut s'aimer avec ces clivages-là, on peut s'aimer avec ces séparations-là, et on peut cheminer vers le fait que ça s'agrandisse. Je veux rejoindre l'humanité à l'intérieur de moi, de plus en plus fort, de plus en plus large, parce que je sais que c'est un service que je me rends et que je rends à tout le monde en même temps. Quand on est passé par la cave et qu'on ressort et qu'on n'a pas de honte ou de défiance à l'égard des gens du plancher, on devient, je crois, euh, quelqu'un de singulier, d'assumé, sans, euh, sans violence sur là où en sont les autres. Et c'est à peu près une des meilleures choses qui pouvaient m'arriver. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Et donc, du coup, je me réjouis de ça. Je suis trop content. La vie s'amuse bien à être Mathieu. Voilà. C'est ça que je voulais. C'est super comme phrase de fin. À bientôt, Mathieu. À bientôt, Stéphane. Merci beaucoup. Ciao, ciao.